Septembre est là, c'est la rentrée. Alors bien évidemment, la parenthèse enchantée des JO se referme. On vous a amusé un petit peu au passage avec quelques journées un peu chaudes, 30 degrés l'été, ça devient une canicule insupportable. C'est le réchauffement climatique, ma bonne dame. Et puis là, on est quasiment au mois de novembre, j'ai envie de dire. Au niveau de l'Ouest européen, c'est quand même pas la fête, hein. Tout le monde a ressorti ses petits pulls, on va pouvoir commencer peut-être à allumer le chauffage dès mi-septembre. Bref, mais s'il y a un redout, hein, je sais pas moi, peut-être 18 degrés, on vous dira qu'effectivement, la Terre se réchauffe, et puis il y a urgence à évidemment payer des taxes supplémentaires, parce que tout le monde sait bien évidemment que les taxes permettent de résoudre tous les problèmes, hein, c'est la pensée magique. Alors, on a effectivement un tas d'événements qui se déroulent. Moi, je monitore tout ça, je regarde. Pourquoi? Parce que dans le bruit ambiant, il y a quand même des signaux forts qui sont quand même intéressants à être notés. Il faut suivre ça de près. Comme je l'ai déjà expliqué, il faut éviter quand même de se laisser happer par cette information. Alors, bien évidemment, il faut éviter de se faire happer par le bruit, mais aussi par l'information qui peut être anxiogène, bien évidemment. C'est pas tout rose, hein. On est quand même dans une fin de cycle long terme, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dézoomer au maximum parce que on a, à travers les méandres des informations et des événements, hein, on a cette vague qui se développe avec des phases de tranquillité relative et puis des phases où l'agenda s'accélère. Alors qu'en est-il? Eh bien, du long terme, on va dire sur une dizaine, quinzaine d'années, les prévisions elles sont étayées par différents éléments, différents chiffres, différents constats, différents signaux forts, hein, qui nous sont renvoyés. Et puis, on peut définir une ligne directrice de la marche du monde, hein. Alors, ce qu'il faut voir, c'est comme je l'ai expliqué, on est dans une fin de cycle long terme, alors très long terme, parce que si on fait intervenir différents éléments, que ce soit l'astrologie, les prophéties ou autres, mais bon, sans aller jusque-là, on est quand même, comme je l'ai expliqué dans mon bouquin Apocalypse 2030, à la fin d'un cycle de dette long terme, hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des cycles de moyen terme qui durent à peu près 8 à 10 ans, où il y a toujours des phases de boom et de burst, comme on dit en anglais. Vous avez une phase d'expansion, hein, ça respire, hein. Vous avez une phase d'expansion, puis après, il y a une crise financière qui vous tombe sur le coin du nez. Il y en a quelques-uns qui sont rincés au passage, puis boum, ça redémarre, les marchés financiers repartent de plus belle, et tout le monde est content jusqu'au prochain tour. Alors tout ça, ça se développe jusqu'à un certain point, parce que on a effectivement, ça c'est on va dire un micro-cycle, on a un cycle plus long, qui correspond à peut-être 70, 80 ou 100 ans. Et à l'issue de ce cycle, voilà, quand les États sont surendettés, hein, suivez mon regard, quand on a un certain nombre d'indicateurs à l'extérieur, à l'intérieur, hein, une différence entre entre guillemets, les personnes les plus riches et les plus pauvres qui ne fait que s'amplifier, donc ce qui génère évidemment des problèmes. On voit ça dans l'histoire tout le temps, on a des cycles comme ça qui se développent. On a effectivement une immigration de masse à un moment donné qui peut être le résultat effectivement de des mouvements migratoires initiés par des changements climatiques. Enfin, en ce qui nous concerne et dans notre cycle, c'est plutôt des mouvements qui sont organisés, hein. Alors soit sciemment, puisqu'on fait venir les gens par bateau, soit parce qu'on a organisé une déstabilisation politique sur leur territoire, puis voilà, on a plein de réfugiés. Toujours est-il que le paysage, civilisationnel des pays change, hein. Je ne fais pas un dessin, il suffit d'ouvrir ses fenêtres, hein, puis vous regardez dehors. Alors bien évidemment, je sais qu'on est dans un système aujourd'hui où si ça n'est pas dit à la télé ou dans un journal quelconque, ça n'a pas d'existence réelle, mais enfin bon, c'est comme pendant le Coco Circus, hein, je veux dire, on vous dit des choses, et en fait, quand vous observez la réalité avec vos yeux, vous voyez, vous faites un constat totalement différent, mais on vous dit que il ne faut pas croire ce que vous voyez, hein. Bon, dans tous les cas de figure, on en est là aujourd'hui. Donc on a différents indicateurs comme ça qui sont manifestes. Donc c'est symptomatique d'un effondrement, comme je l'ai déjà expliqué.
Donc là, on a un effondrement qui est financier et économique. On arrive au bout du fonctionnement des monnaies, enfin de la monnaie dette et de l'ordre mondial mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est le socialisme, la social-démocratie. Hein. Et dedans, il y a socialiste, en général, ça vire après vers le communisme. Et qui dit communisme dit tyrannie, totalitarisme. On n'en est pas loin. On a eu les prémices en 2020, hein, avec ce changement de paradigme. Voilà, donc c'est symptomatique. Donc qu'est-ce qu'on observe? Eh bien évidemment, ces fins de cycle, ces fins de macro-cycle sont caractérisées par différents éléments. Comme je l'ai dit, cette différence manifeste entre les plus riches et les plus pauvres de la population, des crises migratoires, on a des guerres civiles qui se mettent en place. Je vous rappelle les Gilets jaunes en France, entre autres, mais il y avait un mouvement qui était mondial hein, en 2019, donc c'est un mouvement de défiance vis-à-vis des élites des différents pays. Et en Chine, c'était pour d'autres raisons, mais au final, on a toujours une convergence, j'allais dire, énergétique hein, dans ces cas-là. On a effectivement des problèmes à l'extérieur des zones économiques. Pourquoi? Parce que on a un switch des empires, alors comme ça s'est produit, encore une fois, déjà dans l'histoire, on a un switch des empires. Hein, la Hollande laisse la place à l'Angleterre, l'Angleterre laisse la place aux US, et puis là, bah, on va dire peut-être que d'ici pas très longtemps, peut-être une dizaine d'années, la capitale financière du monde, eh bien, elle va se déplacer des US à la zone eurasiatique, et notamment la Chine. Et donc, un empire qui commence à battre de l'aile, en général, n'a pas envie de disparaître comme ça. Hein, je veux dire, on va pas se laisser mourir tout seul. Donc, il y a des frictions. L'empire montant va essayer de tirer un peu la couverture à soi aussi. Et on voit bien qu'il y a des frictions. Donc, aujourd'hui, on a effectivement des menaces de conflits à l'extérieur. Hein, puis pas des petits conflits. Parce que ces menaces de conflits extérieurs, on en a déjà eu quand même plein dans les dernières années. Hein. Voilà. Le problème, c'est qu'on a une menace directe maintenant sur les zones occidentales. Pourquoi? Parce qu'on a un conflit avec la Russie qui menace depuis un certain temps, et puis ça continue, hein. La tendance long terme, elle est là. Ça menace de s'étendre aux territoires occidentaux. Voilà. Donc en général, on exportait la guerre à l'extérieur, ça se passait pas trop mal. Hormis évidemment ces vagues migratoires qui reviennent après, donc monsieur Joe ou madame Michu, bon, elle s'en inquiète pas trop hein, quand c'est chez les autres, mais après quand ça revient chez elle, bah, ça crée des conséquences. Et puis là aujourd'hui, bah, ça menace quand même directement les pays. Alors évidemment, ça c'est des choses que le Pékin moyen ne peut pas concevoir. Voilà, on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'on puisse se prendre une bombe sur le coin du nez en France ou en Belgique, voire même en Angleterre. Pourquoi? Parce que le dernier conflit qui a eu lieu avec une puissance extérieure sur le territoire, ou sur ces territoires-là, bah, c'était la Seconde Guerre mondiale, hein, et puis que ça fait longtemps que c'est fini, voilà, et que les personnes qui ont connu ça directement, bah, il n'y en a plus beaucoup maintenant, hein, voilà. Donc on ne peut pas le concevoir. Seulement, on s'en rapproche de plus en plus, c'est un risque qu'on ne peut pas écarter, donc c'est quand même... voilà, il faut en prendre compte. Je rappelle quand même que dernièrement, il me semble que c'est la Hollande, il y a peut-être l'Angleterre qui s'est mis dedans aussi, qui propose, je crois que Biden est également dans la boucle, d'envoyer des armes de longue distance. Hein, voilà, on file ça aux Ukrainiens, les Ukrainiens utilisent ça contre les Russes, et les Occidentaux se disent benoîtement, bah nous on est responsable de rien. Le truc c'est que Poutine en face, lui, il se dit, bah attendez, ces armes-là, il faut les diriger à distance, et donc ça serait l'OTAN qui dirigerait les armes fournies aux Ukrainiens pour balancer sur la tronche des Russes. Donc, de fait, vous seriez co-belligérants. Ah, alors là, a priori, les Occidentaux ne sont pas d'accord. Bah non, comment ça se fait? Enfin bref, un jeu de dupes total. Les couillons dans l'histoire, bah, c'est toujours les populations, hein, désolé, voilà. Donc, on peut toujours se polariser en disant « ouais, je suis pour lui, je suis pour l'autre ». On n'est quand même pas dans un putain de match de foot. Et en général, ceux qui se font couillonner, eh bien, c'est les populations, parce que quand les puissants jouent aux échecs, voilà, les pièces qui tombent, c'est rarement eux, hein, voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement, comme je le dis, en dézoomant un maximum à horizon plus ou moins long terme, donc 10-15 ans, on est dans un système de fin de cycle de monnaie papier et voilà, et de cycle dette long terme, tout simplement.
Alors ça peut aussi engendrer des défauts, hein, des États, parce que quand des États qui sont surendettés, à un moment donné, ils font défaut. Voilà. Qu'est-ce qui trinque dans ces cas-là? Regardez les Européens, je sais, on est tous trop jeunes pour avoir connu ça, mais les populations européennes en général sont coutumiers du fait. Hein, on a effectivement à chaque fois des monnaies qui sautent, demandez aux Allemands, hein, plusieurs fois après 45, je crois. Donc du jour au lendemain, vous possédez plus rien. Et puis vous n'êtes pas vraiment heureux, hein, malgré ce que peut dire Klaus Schwab. Donc là la beauté du nouveau cycle, ça serait que finalement on n'aurait quand même plus rien, mais qu'on serait peut-être heureux. Alors ça reste à prouver quand même, parce que quand on possède plus rien, ceux qui ne possèdent plus, en général, ils sont en face de gens qui eux possèdent tout. Hein. Donc, et quand on possède plus rien, on doit quand même avoir un droit d'usage, finalement, des choses auxquelles on est accoutumé. Hein. Vous avez l'habitude d'avoir un toit, de pouvoir vous nourrir, etc. etc. Donc, vos moyens de production, par exemple. Hein. Donc, si vous ne possédez plus ça, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre possédera. Donc, comment vous allez pouvoir bénéficier du droit d'usage de ces possessions qui ne vous appartiennent plus? C'est le seul bémol, en fait, à vrai dire. Hein, parce que c'est celui qui possède, finalement, réellement, hein, les choses, hein, qui commande. Hein, c'est celui qui signe le chèque, toujours. Et donc là, on arrive effectivement à l'ambiance actuelle. C'est la mise en place, finalement, progressivement, puisque le socialo-communisme va tendre vers le communisme dur et vers la tyrannie. Eh bien, c'est la mise en place d'un système technocratique, un système tyrannique technocratique, où la démocratie n'aura plus vraiment... on fera même plus semblant, là, hein, comme la dernière fois avec les élections, machin, là, vous de faire croire que vous avez éventuellement peut-être une carte à jouer d'un point de vue démocratique en disant je vote pour lui ou celui-là, ou je vote pour un changement. Et le changement, c'est... Voilà. Hein. Donc on prend les mêmes, on recommence. Bref. Donc là, on n'aurait même plus besoin de faire ce genre de trucs hypocrites qui servent finalement à rien. On vous dirait directement, non, t'as rien à dire. Voilà. Donc de fait, aujourd'hui, déjà, on a quand même affaire à des organisations qui sont quand même technocratiques, non élues. Hein, je rappelle le fonctionnement de l'Europe. Hein, on voit bien que nous, on vote pas pour tous les trucs qui se sont mis en place. Par exemple, je ne veux pas remettre le doigt dessus, mais pendant la période du Coco Circus, voilà. Donc, quelle est notre véritable prise démocratique là-dessus? Pas grand-chose à vrai dire. Et donc, c'est vers ça que l'on tend. Alors, ça va évidemment s'accompagner de mise en place d'un système particulier. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est que, quelque part, toutes ces fins de cycle, elles se matérialisent par des conflits à l'intérieur des zones concernées, donc des guerres civiles en général, des guerres civiles qui ont, quand on regarde l'histoire, en général lieu sur la base de conflits, on va dire, religieux ou ethniques. Voilà, c'est souvent comme ça que ça démarre. Hein. Que vous regardiez en zone européenne, hein, les guerres avec les protestants, ou vous regardiez aux US entre le nord et le sud, bon, ouais, on en est là. Alors derrière, il y a toujours évidemment des raisons plus ou moins cachées qui sont liées, encore une fois, au pouvoir et au fric. On arrive toujours à ces équations relativement simples. Hein. Mais encore une fois, ceux qui se font couiller, c'est ceux qui sont au centre, tout simplement, qui n'ont pas vu le mouvement venir, vu se développer, qui n'ont pas anticipé, et qui ne sont pas préparés. Hein, voilà, c'est toujours le... Alors, la préparation, elle se fait comment? Elle se fait de différentes façons. Il y a différents points sur lesquels il faut œuvrer. Mais avant d'y venir, voilà, je vais terminer le tableau, le fabuleux tableau que je suis en train de brosser, par bien une menace directe. Hein, parce que la mise en place de ce système, parce qu'en général, quand le système s'effondre, eh bien, on fait un reset monétaire. Voilà, tout simplement. Donc on dit, on arrête, voilà, les dettes, c'est fini, machin, etc. Et puis derrière, eh bien, on va mettre en place un nouveau système monétaire. Et là, ce qui nous pend au nez, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Voilà, alors ça, c'est un truc fantastique. Pas pour nous, hein, parce que on vous le vendra avec la carotte de la facilité, hein, c'est génial, tu te rends compte, tu peux payer avec ton smartphone ou avec une petite pupuce, là, bing, et puis t'as pas à sortir ou à te rappeler d'un code compliqué, machin, ni à toucher du cash, oh, quelle horreur, hein, qui serait peut-être infecté par un virus ou quelque chose. Donc ça vous sera vendu comme ça. Le problème, c'est que ça pose un certain nombre de problèmes pour les amoureux de la liberté, hein, parce que ça serait une monnaie qui serait évidemment, comment dire...
alloué sous condition, qui serait utilisé sous condition, ou utilisable sous condition, et puis qui pourrait être programmé de façon à ce que toutes les transactions soient évidemment monitorées, surveillées, etc. Certains achats interdits, enfin bref, c'est la fin totale des libertés telles que l'on les aurait connues, on va dire au moins jusqu'à maintenant. Et donc tout ça est initié avec ce changement de paradigme depuis 2020. Donc évidemment, nous on est dans des phases voilà, il y a des phases où c'est un peu compliqué, il y a des phases où ça se relâche, il y a des phases où les neuneux font la fête parce qu'il y a les JO, puis après, quand on dézoome et qu'on regarde, l'agenda, lui, il se poursuit. Hein. Donc, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la mise en place de ces monnaies numériques de banque centrale. Hein. Je suis tombé sur un article, donc je vais vous mettre le lien, et puis je fais un petit résumé très rapide, là, pour vous présenter un petit peu où en est le BINS, parce que, eh bien, écoutez, toutes les banques centrales majeures sont de la partie, hein, voilà, donc ils ont vraiment l'intention de mettre en place et d'implémenter ces moyens de paiement, donc cette nouvelle forme de monnaie, dans leur zone économique, hein, et toutes les grosses banques centrales sont dedans, mais il y en a d'autres aussi, hein, voilà, je vais vous montrer les chiffres, et là où ça en est, donc on est à peut-être une poignée d'années de l'implémentation totale de ce truc-là, hein, 2-3 ans peut-être, voilà. Et donc là, ça permettrait d'avoir un contrôle total, et pas seulement sur la monnaie, qui est quand même le cœur du réacteur nucléaire, c'est une énergie incroyable, hein, puisque c'est celle qui gère les relations commerciales entre nous tous, hein, voilà, on vend des trucs, hein, des biens ou des services, on achète des choses pour se nourrir, pour se loger, etc. Donc on a besoin de monnaie. Et donc là, si on passe à la monnaie numérique de banque centrale, on est mort, quoi. Je veux dire, ça va être très très compliqué. Donc il faut absolument éviter d'en arriver là, mais bon, voilà. Donc, on fait un petit tour sur ces histoires de banque centrale pour que vous voyez où en est le dossier. Alors, quelques chiffres concernant l'implémentation de ces fameuses monnaies numériques de banque centrale dans les années qui viennent. Alors, selon la BIS en 2023, alors la BIS, qu'est-ce que c'est? C'est la banque des règlements internationaux qui siège à Bâle, en Suisse. Hein, c'est la banque centrale des banques centrales. Elle regroupe 86 banques centrales en son sein. Et donc, en 2023, elle fait une petite étude. Voilà, et 94% de ses membres explorent, alors c'est un terme assez gentillé, on va dire, hein, pour ne pas dire autre chose, donc ils explorent la possibilité d'implémenter ces fameuses monnaies numériques de banque centrale. Alors quand on dit explorer, on a différentes phases de développement, hein, et certaines sont déjà en circulation. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu l'avancée de l'agenda 2020, 35 pays. 35 pays disaient, tiens, on y songe, hein, on est dedans, on travaille dessus. Voilà, 2024, 134. 134 pays, ce qui représente 98%. C'est quand même pas rien, 98% du produit intérieur brut mondial. Voilà, tout simplement. Donc ça fait beaucoup de pays qui sont en situation de développement avancé. Alors pour ne parler que de l'Europe, dans un premier temps, là, on veut mettre en place l'euro digital, hein, voilà. Donc ils sont en phase de préparation, ce qui veut dire que c'est imminent, hein, c'est encore une histoire de 2 ans, 3 ans max. Tout ça va avancer progressivement, hein, comme d'habitude, hein, mais bon, en Chine c'est déjà développé, dans certaines zones du pays, en Russie pareil, ils sont dans la phase pilote. Alors, quand l'Inde est également dans la phase pilote, ça veut dire qu'il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. Voilà, donc, et tous les pays sont concernés, hein, Suède, etc. Voilà, donc l'objectif, bien évidemment, c'est de linker toutes ces monnaies numériques entre elles, parce qu'il y aura des paiements qui seront réalisés, cross-border, comme on dit, hein, en tout cas à travers les frontières. Voilà, donc c'est intéressant parce que quand on parle de la banque des règlements internationaux, hein, on parle d'élite, encore une fois, non élue, hein, quand on regarde ce qui siège au bord de ces organisations, voilà quoi. Hein. Donc, pour ne parler que de la BIS, hein, c'est l'organisme quand même qui a plombé le cours de l'or à partir des années 60, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a effectivement un cours de l'or qui est indexé sur deux outils essentiels, hein, et différents, c'est-à-dire des ETF, ce qu'on appelle l'or papier. Donc en clair, ça ne repose sur rien de concret, et puis l'or physique. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez de l'or papier,
et que vous voulez vous faire livrer du physique, et si tout le monde le fait en même temps, bah, vous n'aurez rien, parce que leur papier, c'est pas pareil que leur physique, mais ça permet d'avoir beaucoup plus d'or coté. Donc ça veut dire qu'on fait baisser le prix, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez ce genre de manipulation qui est déjà opéré sur le marché de l'or, hein, qui est connu. Hein. Donc voilà, l'agenda se poursuit et se développe. Alors, quand j'ai brossé cette vision d'enfer hein, des 10-15 prochaines années, évidemment, on a des vagues à l'intérieur, hein, et donc, à mon sens, dans les 2-3 années qui viennent, là, on risque d'avoir effectivement une grosse crise financière, parce que tous les indicateurs classiques hein, au niveau financier pointent eh bien, vers ce genre de problème. Hein, parce que alors là, voilà, les États sont surendettés, on a évidemment l'inversion de la courbe des taux aux US là, qui montre que voilà, on va pouvoir avoir peut-être un creux de marché dans pas longtemps. Le chômage, etc., c'est pas au beau fixe. Et puis l'inflation, bon, soi-disant, c'est maintenu, voilà, sous contrôle. Mais enfin bon, si on se base sur les phases inflationnistes des années 40 et des années 70, 80, on a justement des vagues inflationnistes. Hein. Ça monte hop, très fort, puis après ça descend un peu, puis hop, ça redémarre, quoi. Donc on risque d'avoir ce genre de choses dans un avenir plus ou moins court, on va dire, hein, avec évidemment tout le flot de problèmes potentiels qui nous pendent au nez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça hein? Comment on se positionne et comment on lutte contre ces effets pervers du monde moderne qui nous amène en même temps sa fin de cycle, sa fin de macro-cycle là, qui nous emmerde bien parce que voilà, avec les moyens technologiques actuels, bah, c'est difficile hein, de se dire bah, je change de zone ou de pays. Ce qui était possible avant, bah voilà, on peut bouger. Alors il y a effectivement différents épicentres hein, qu'il faut éviter à mon sens. Donc on peut toujours bouger géographiquement. Mais selon moi, la première des choses à faire, c'est déjà d'entreprendre un travail sur soi. C'est la base de la base, parce que, si vous voulez, quand on est d'équerre physiquement, mentalement et surtout spirituellement, puisqu'on est quand même dans une guerre spirituelle aujourd'hui, hein, voilà, avec une partie de nos élites qui veulent remplacer la divinité, hein, se faire Dieu eux-mêmes, quelque part. Et puis les tenants, avec le transhumanisme, le wokisme, etc. Et puis les tenants, les partisans d'une vision, on va dire, plus traditionnelle de la vie, hein, qui inclut la magie, hein, tout simplement, la magie de l'énergie, et qui voilà, se repose sur un socle traditionnel qui est ce qu'il est, puisqu'il il est quand même la base de nos civilisations, il est la base de la nature, du fonctionnement de la nature, et que, par définition, si ça a passé les millénaires, c'est que ça a fait ses preuves, voilà, hein, ça a fonctionné. Et donc, eh bien, il est urgent, à titre individuel, effectivement, d'entreprendre ce travail sur soi et de revenir sur un mode de fonctionnement traditionnel. Alors, je m'explique par rapport à ça. Moi, je suis connu à la base dans le milieu sportif pour avoir apporté un certain nombre d'ouvrages sur le marché français qui font justement la promotion eh bien, du minimalisme et de l'efficacité dans le travail avec peu de choses. Hein. Voilà, donc grosso modo, moi je fais la promotion du développement d'un corps athlétique avec du sens derrière, hein, et en utilisant tout simplement des accessoires assez rudimentaire et en priorité son propre corps. Donc chez moi, exit tout le travail en salle avec des machines, et puis tout ce qui est picouse de stéroïdes et compagnie. Voilà, je suis pas là-dessus. Donc c'est vraiment... après, j'ai rien inventé, hein, je me suis tout simplement reposé sur le travail de mes ancêtres, hein, des anciens, tout simplement. Hein. J'ai beaucoup bossé avec des livres, comme les livres de Georges Hébert, hein, qui prônait une méthode de travail dite naturelle hein, au début du XXe siècle. Mais il n'y a pas que lui, puisque quand on remonte dans l'histoire, on voit que les Spartiates s'entraînaient d'une certaine façon, ce qu'on appelle la calisthénie, tout simplement, hein, des pompes, des tractions, des choses comme ça. D'ailleurs, si vous avez vu mes formations avec Piero San Giorgio, j'en ai une où j'utilise ce genre de principe, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça va un petit peu plus loin, effectivement, que de développer un physique solide. Il y a une dimension... à l'instar de ce que prônaient les anciens maîtres d'arts martiaux, il y a une dimension bien évidemment mentale, puisqu'on développe des qualités mentales en même temps que les qualités physiques, mais il y a une dimension spirituelle également, sur laquelle j'insiste toujours,
et qui est une dimension primordiale dans la guerre qui nous est menée aujourd'hui. Ça, il faut absolument bien le comprendre, parce que lorsque l'on a effectivement une assise spirituelle forte, on va être plus à même de passer les caps difficiles de ce qui nous arrive, parce qu'avec un changement de paradigme comme celui-là, et à mon sens on en est qu'au début, il faut être ancré. Voilà, il faut être informé et il faut être ancré. Moi je reprends tout simplement l'exemple d'un copain à qui j'avais, avant les événements de 2020, explicité un petit peu ma conception, on va dire, de l'environnement, politique, géopolitique, etc., avec cette volonté effectivement d'hégémonie mondiale, machin. Et puis il avait pris ça un petit peu par au-dessus de la jambe, voilà, en disant que, voilà, bref, j'avais beau lui présenter des preuves, voilà, c'est toujours compliqué, je peux bien l'entendre. Arrive 2020, et puis cette coordination mondiale sur un truc incroyable, quoi, je veux dire, comme disait un copain, après ça, si on nous dit que les extraterrestres arrivent, on peut les croire, voilà, tout peut arriver, Et donc, il m'avait rappelé en me disant, ouais, tu vois, tu te rappelles ce que tu m'avais dit et tout, bon, t'avais raison, voilà. Et ça l'a pas empêché de faire une mini-dépression derrière, voilà. Donc, pourquoi? Parce que être prévenu, c'est une chose, c'est quand même pas pareil que de se prendre la porte de saloon dans la tronche, et puis là, on risque le chaos total, mais même en étant prévenu, et je vous renvoie quand même à ces événements, pendant le Coco Circus, on a tous souffert du truc, on a beau être préparé plus ou moins, on est la vie comme une boîte de chocolat à la Forrest Gump nous réserve toujours des surprises, et celles qu'on a eues à ce moment-là, elles n'étaient pas piquées des vers, toutes nos libertés individuelles qui s'évanouissent, et libertés fondamentales quand même, et puis cette coordination mondiale, on ne voit pas le bout du tunnel, on nous fait patienter entre guillemets, on va de confinement en confinement, bref, ça peut être assez violent, donc pour pouvoir résister par rapport à ça, pour pouvoir se positionner et puis s'ancrer, on doit avoir un positionnement spirituel fort. Tout le reste est conditionné par ça. Tout le reste. Donc, le travail sur soi est prioritaire. Voilà. Il faut avoir un physique fort, il faut avoir un mental d'équerre et il faut avoir une assise spirituelle. Et j'inclus là-dedans la vitalité, la santé, parce que effectivement, on est dans un système où on est attaqué de toutes parts avec les pollutions, qu'elles soient par l'intermédiaire de ce que l'on respire, de ce que l'on boit ou de ce que l'on consomme. Et quand je dis consomme, c'est aussi ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Je rappelle voilà, les émissions religieuses du soir où on vous annonce le nombre de morts, etc. Tout ça, ça a un impact sur vous qui est très très net. Vous pouvez, après, vos défenses immunitaires chutent autant que votre combativité, que votre volonté de résister. Donc voilà, c'est un cercle vertueux dans lequel il faut s'inscrire. Je vous fais pas un dessin par rapport à tous les perturbateurs endocriniens que l'on va trouver dans l'alimentation et les produits qu'on utilise au quotidien. Donc, en regard de ça, vous devez avoir une hygiène de vie, justement, et développer une vitalité. Et tout ça, c'est encore une fois un cercle vertueux entre le physique, le mental et le spirituel, qui vous permettent de faire bloc face à tout ça et de ne pas vous laisser amener dans le trou, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment, c'est mon dada, c'est ce que je propose moi. Il faut ne négliger aucun de ces aspects. Ensuite, vous avez l'autre partie. Alors, l'autre partie, c'est ce que j'appelle ça de la stratégie de vie, tout simplement. C'est que, bien, quand vous observez ces zones au niveau mondial, voilà, vous dites peut-être que, voilà, c'est un peu partout le même bordel, mais vous avez des épicentres, on va dire, et peut-être qu'en s'excentrant un petit peu, au niveau géographique, voilà, vous êtes dans des populations dont le chaos va vous protéger plus ou moins, parce que voilà, on voit bien, quand on est en zone européenne de l'Ouest pendant le Coco Circus, le côté, comment dire, soumis et moutonnier des gens fait que, voilà, c'est compliqué de résister dans des conditions pareilles. Lorsque vous êtes dans des zones, moi je vois bien dans les pays de l'Est, c'est un peu plus facile, on va dire. C'est un peu plus facile, pourquoi? Parce que la population, elle est un peu plus... on va dire un peu plus d'équerre, un peu plus à l'ancienne, donc elle va résister naturellement aux injonctions du pouvoir, des pouvoirs en place. Voilà. Donc le chaos de la population vous protège d'une certaine façon. Donc peut-être que géographiquement, vous avez stratégiquement la possibilité de bouger, que ce soit sortir d'une ville pour aller à la campagne, ou alors changer de pays, voilà, organiser
votre vie de façon à pouvoir bouger entre différentes zones ou différents pays, que sais-je encore. Tant que c'est ouvert, on peut encore le faire, donc il faut en profiter. Vous avez encore là-dedans une partie qui est liée à votre reprise de souveraineté personnelle. Alors, quand je parlais du physique, hein, quand je dis, moi, l'entraînement est un acte de liberté et d'insoumission, c'est ça aussi, c'est reprendre de la souveraineté sur soi, physiquement, mentalement, spirituellement. Et puis, lorsque vous regardez le système de domination qui s'est opéré hein, au fur et à mesure des années, eh bien, il faut reprendre du pouvoir là-dessus. Je veux dire, voilà, donc vous reprenez du pouvoir en écoutant des médias alternatifs et sans vous faire pourrir par, évidemment, la soupe que l'on vous sert pour vous affaiblir, c'est déjà une chose. Vous faites attention à ce que vous consommez, hein, voilà, donc d'un point de vue auditif, visuel, mais également ce que vous ingérez. Et là, on peut rejoindre effectivement la démarche de Piero San Giorgio, hein, que j'ai salué dans mon livre, encore une fois, pour les 2030, parce que je pense effectivement qu'aujourd'hui, cette démarche survivaliste, entre guillemets, c'est un mode de vie, hein, voilà, on peut faire... Il y a différentes façons de vivre, entre guillemets, le survivalisme. Hein. Il y avait une émission de télé, je ne sais plus sur quel média, à un moment donné, qui recensait différentes voies possibles, hein, entre le type qui est bardé de boîtes de conserve et d'armes hein, aux US, au fin fond du Texas, dans son désert... voilà, qui fait des exercices d'évacuation, machin, etc. Et puis, vous avez des gens qui sont un peu plus dans le retour à la nature, etc. Il y a différentes façons, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais ce qui est important dans cette démarche, c'est la reprise de souveraineté personnelle. Et puis, dans ce cadre-là, eh bien, vous arrêtez de bouffer de la merde, tout simplement. Voilà, si vous avez un potager, ben... vous réussissez à sourcer des bons légumes, des bons produits autour de chez vous, vous êtes dans une autre démarche. Tout ça, c'est une reprise, encore une fois, de souveraineté personnelle sur l'environnement et en réaction à cet environnement qui fait en sorte de vous affaiblir. Voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on cherche à vous affaiblir, que ce soit physiquement, que ce soit, encore une fois, mentalement, hein, parce qu'on vous met dans la peur, et aussi spirituellement. Hein, quand on fait en sorte que les gens ne sachent plus s'ils sont des hommes, des femmes ou machin, on vous affaiblit. Quand on crache dans le côté religieux, hein, je rappelle quand même le nombre d'églises qui sont brûlées en France, c'est juste hallucinant. Bon, la religion, c'est pas parfait, hein, comme j'expliquais à ma fille la dernière fois. Pour moi, c'est une construction, on va dire, administrative humaine, mais qui repose sur une base spirituelle forte. Donc quand on recherche le noyau authentique, eh bien on a ce côté spirituel, cette connexion avec l'environnement, avec la nature, avec le cosmos, et ça enrichit cette assise spirituelle qui nous aide à passer à travers les caps difficiles de la vie. Donc ça, on est dans un système aujourd'hui où on vous dit non, restez au chaud, l'État pourvoit à tout, vous n'aurez plus aucune volatilité dans votre vie. En clair, c'est tout juste, même si la mort existe encore, hein, voilà, la maladie, la mort, voilà, ça. Et donc, par voie de conséquence, lorsqu'on vous met dans ces dispositions-là, vous êtes affaibli, vous n'êtes plus à même de surmonter les épreuves que la vie, immanquablement, met sur votre route, et puis les épreuves qui sont spécifiques à cette fin de cycle, très clairement. Donc il va falloir surmonter tout ça. Hein. Donc cette reprise de souveraineté individuelle, elle est fondamentale. La réponse survivaliste, et quand on regarde les différentes branches, bon, elle est pour moi de plus en plus viable aujourd'hui, hein, et notamment avec cette menace liée aux monnaies numériques, eh bien, il va peut-être falloir même pousser un peu plus loin la démarche. Hein. Donc pour ça, on a quoi? On a certains débancarisent. Hein. N'oubliez pas que le système monétaire, c'est pour réguler les échanges économiques entre les individus. Donc moi, si j'échange un service, je vous échange 1 heure de coaching contre, je sais pas moi, une douzaine d'œufs ou un poulet. On passe par la monnaie, qui est le médium d'échange, mais on peut aussi se passer de ça. On peut tout simplement faire du troc. Hein, c'est le système barter, comme ça c'est déjà développé à d'autres périodes de l'histoire. Et puis, on peut aussi passer par un médium qui n'est pas contrôlé directement par les États. Hein. Bon, c'est les fameuses pièces d'argent, pièces d'or,
mais moi je suis plus partisan, entre guillemets, de ce qu'on appelle la méthode alpha, où vous allez développer des qualités en termes de services, possibilités de services que vous allez pouvoir échanger, ou alors des savoir-faire, où vous allez développer des produits dont les gens vont avoir besoin, tout simplement. Et donc là, on peut faire des échanges, on peut fonctionner économiquement sur des zones où on n'est pas trop encore oppressé, on va dire. Voilà. Donc il y a différentes façons de procéder. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, hein, qui est... je suis pas là pour être alarmiste, je dis juste que quand j'observe le monde aujourd'hui, depuis ce changement de paradigme de 2020, bon bah voilà, je suis pas le seul à le dire, hein, y a de grands financiers ou économistes qui entreprennent la même démarche, hein, ce côté, on va dire, cycle de dette long terme, ça je l'ai emprunté à Ray Dalio, hein, qui fait le même constat que moi, qui était dernièrement encore le gérant du plus gros hedge fund US. Donc c'est des constats que tout le monde fait. Après, voilà, il faut étendre la réflexion un peu plus loin, il ne faut pas se voiler la face. On voit bien cette tendance totalitariste qui s'installe, on voit bien, effectivement, et ça je l'avais montré dans l'effondrement de la Roumanie, ce côté là où la liberté d'expression est attaquée, hein. Après on entre dans une phase d'hyperinflation, parce que la monnaie vaut plus rien. Je veux dire, là, on en est là aujourd'hui, hein. Je rappelle les événements en Angleterre. Bon, voilà, liberté d'expression, ça devient compliqué maintenant, hein. Donc, si je me base sur ce qui s'est déjà produit dans l'histoire et que j'analyse la tendance long terme, pour moi, il y a de fortes probabilités, je ne suis pas là pour faire Madame Irma, que le système se déroule encore dans la même direction. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faut prendre des mesures. Pour moi, le plus important, c'est encore une fois, parce que même si ça va bien, bah, vous aurez au moins un corps en bonne santé, vous aurez un mental d'acier, et puis une assise spirituelle forte, hein. C'est toujours mieux quand l'environnement est propice de pouvoir compter là-dessus. Et puis si ça part dans la mauvaise direction, bah, au moins vous serez beaucoup plus armé. Voilà. Quant à la démarche survivaliste à la Piero San Giorgio, bah écoutez, moi je trouve ça super, hein, de pouvoir cultiver son jardin, récolter de bons légumes, voilà. J'avoue, moi c'est un de mes points faibles, hein, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais là j'ai pas trop la main verte, donc bon, j'échangerai si ça commence à partir dans le mauvais sens des qualités, je sais pas, j'aurai sans doute des choses à échanger contre quelques bons légumes, on va dire, voilà. Bon, écoutez, sur ce, gardez la pêche, hein. Je vous dis à plus.